What's happening, boy? Who are you? I is the spirit of jazz. What do you want? Oh, you didn't tell now. What's wrong? How you tell Uncle Mario what's wrong? I want to be the greatest jazz player in Yorkshire. Yorkshire? What is Yorkshire? Yorkshire is a place. Yorkshire is a state of mind. Yorkshire, New Orleans, it's all the same to me, baby. Yeah, maybe I'll make you famous. You want to be famous? Yeah. You want to be on the wall? Look at this guy, Blind Barney Shortbread. Huh? What a player. I seen him play with my own eyes. Man was a genius. What about this guy? Hot Wee Wee Jefferson, the Cystitis Kid. Man, when he was playing, both pipes was on fire. I could make you like that. You want to be on the wall? Howard Moon? How do you know my name? It's on your trumpet case, asshole. Oh, yeah. So what do we do then? Well, maybe I'll make you famous. Maybe I'll do all I say. But maybe you got to do something for me. I got needs too, you know. What's? Never mind the itty-bitty details. Just sign here, baby. Sign here. In blood? Biro's fine. What's this stuff about ownership of the soul? Use his nine, boy. You sign right here. You signed your soul away. Yeah, I own you, baby. Every time you pick up an instrument, I'll be there. Inside you. Wearing you like a glove. Your sweet ass is mine. If your ultimate goal is to be famous, then you're gonna do a lot to get there. Like sign your name in blood in a contract with the devil. Like you're gonna end up on a one-way street and it's going nowhere. Like that's just the truth. I've seen so many people like forsake their moral code and their value systems just for a little bit of fame, and it's not worth it at the end of the day. It's really. Eh bien écoutez, les faits se sont produits cet après-midi dans le centre-ville de Münster. C'est une grande ville, une ville étudiante de l'ouest du pays. D'après le journal Der Spiegel, une camionnette a foncé dans la foule, dans une rue très fréquentée en ce samedi, en ce jour de week-end. Selon un premier bilan dressé par les forces de police, au moins 3 personnes sont mortes. Il y aurait une trentaine de blessés. Sur place, le secteur est complètement bouclé. Les blessés sont évacués par hélicoptère. On ignore encore s'il s'agit d'un attentat ou bien d'un accident. Bonsoir à tous. Cela faisait 5 mois que la France n'avait pas été ciblée par une attaque terroriste depuis celle de la gare Saint-Charles de Marseille qui avait coûté la vie en octobre dernier à 2 jeunes femmes. Cette fois, un homme a donc perpétré 3 attaques en quelques heures. Tout cela s'est achevé avec une prise d'otage dans un supermarché situé dans la commune de Trèbes, dans l'Aude. Le film des événements avec Lilia Melconian, Anne Domy et Isabelle Delion. Il est 14h45. L'assaut vient tout juste d'être donné dans ce supermarché. Le terroriste Redouane Lakim est abattu. Les secours arrivent sur place pour évacuer les blessés. Le périple du meurtrier a commencé dans la matinée. Il est 10h près de ce site touristique de Carcassonne lorsqu'il attaque un automobiliste pour lui voler sa voiture. Il ouvre le feu, blesse le conducteur et tue le passager. Au volant du véhicule volé, il se dirige ensuite vers 7 casernes de CRS. Un groupe de policiers est dehors, en plein footing. Selon plusieurs témoins, ils tentent de les écraser, puis leur tirent dessus, blessant l'un d'eux à l'épaule. Son poumon est perforé et ses côtes cassées. Cette riveraine entend plusieurs coups de feu. Et on a entendu en fait 5 tirs. Pom, 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 pom. Après, 2 autres tirs. Pom, pom. Vers 10h40, Redouane Lakim roule direction Trèbes, à 8 km de là. Il fait irruption dans ce supermarché avec son arme à feu et prend plusieurs otages. Jackie est boucher. Il servait des clients quand il entend les premiers tirs. On a compris tout de suite, les gens ils couraient de partout, ils disaient qu'il y avait des gens blessés à terre, qu'un gars qui criait là-bas et qui revendiquait son truc, quoi, qui était déjà
Et puis il a tiré sur tout le monde et après il a tué le chef boucher. D'une balle à bout portant en pleine tête. Et ouais. La plupart des clients parviennent à s'échapper par l'arrière du magasin, comme on le voit sur cette vidéo amateur. Il m'a coursé. Pourquoi il n'a pas tiré, je sais pas. Après, bon, peut-être qu'il n'ait plus de balles, peut-être, je sais pas. Il a couru après vous, Oui. avec son arme à la main? Oui. Il vous a dit quelque chose? Ouais, viens ici. Donc bon, ben voilà. Dans ces cas-là, on prend la fuite, hein. On n'est pas des héros. Je suis allé dans le frigo me geler. Vous êtes réfugié dans le frigo? Oui, avec plusieurs personnes, on était une douzaine. Et puis on a ouvert une porte qu'il y avait dans ce frigo, qui donnait un genre de bras. Et il y avait une porte anti-panique, on l'a poussée, on était dehors. L'assaillant, lui, est toujours à l'intérieur avec une cliente. Un gendarme propose alors un échange. Il veut prendre la place de l'otage. Redouane Lakim accepte, la femme est libérée. S'engagent alors 3 heures de négociation entre le GIGN et le terroriste. Mais les discussions sont de plus en plus tendues. Le lieutenant-colonel avait laissé son téléphone ouvert sur la table et donc nous avons pu à un moment donné entendre ce qui s'est passé. Et c'est lorsque l'on a entendu les coups de feu que le GIGN est intervenu. 3 attaques en près de 5 heures et un lourd bilan. 3 personnes décédées. Le terroriste a été abattu. Et on prend tout de suite la direction de l'hôpital de Carcassonne. Bonsoir Arnaud Comte. Arnaud, d'abord un point sur le bilan des blessés actuellement soignés suite à cette triple attaque. Oui Laurent, alors 2 personnes sont actuellement ici en soins intensifs, très grièvement blessées. Il y a, vous l'avez entendu, le lieutenant-colonel de la gendarmerie, mais également le propriétaire de la voiture qui a été braqué ce matin par l'assaillant. 14 autres personnes sont par ailleurs légèrement blessées. Un CRS blessé par balle à l'épaule ce matin alors qu'il effectuait son footing. Et puis des civils, des clients qui se trouvaient à l'intérieur du supermarché et qui ont été pris en charge pour la plupart très choqués. Arnaud, arrêtons-nous maintenant sur ce lieutenant-colonel de gendarmerie qui s'est proposé comme otage et qui a été ensuite blessé par balle. Il s'appelle Arnaud Beltrame. Est-il toujours ce soir entre la vie et la mort ? Alors oui, Arnaud Beltrame est toujours ce soir entre la vie et la mort, Laurent. Il lutte contre la mort, ce ne sont pas nos mots, mais ceux du président de la République, Emmanuel Macron, qui a fait cette précision cet après-midi lors d'une allocution. Alors Arnaud Beltrame, dont vous découvrez peut-être sa photo à l'antenne, est âgé de 44 ans. Il est membre de la compagnie de gendarmerie de l'Aude, mais il avait servi ces dernières années dans la Manche et également au ministère de l'écologie. Et puis comme le rapportent nos confrères de la presse régionale, en décembre dernier, ici avec la préfecture de l'Aude, il avait participé à un exercice simulant une attaque terroriste. Et l'attaque terroriste, ce scénario se déroulait, triste prémonition, dans un supermarché. Merci Arnaud. Écoutons maintenant les premiers témoignages de ceux qui ont vécu ces attaques aujourd'hui dans la commune de Trèbes, une commune sous le choc bien sûr. Marisburgo, Anne Domi, Sylvain Daubat. Des forces de l'ordre par dizaines, des hommes masqués sur le point d'intervenir. Des images auxquelles les habitants de la commune de Trèbes ne sont évidemment pas habitués. Je peux vous dire que voilà, je ne sens plus mes jambes. C'est triste ce qui vient de se passer et pour la famille et pour tout le monde. C'est très triste. À 2 pas de la mairie, un homme se confie. Il connaît très bien l'une des personnes assassinées. La victime qui a été tuée était mon meilleur ami. On a passé des temps vraiment terribles à courir, à faire du sport ensemble, à faire des fêtes. C'est comme un frère pour moi. Dans les rues, des passants bouleversés par ce qu'ils viennent de vivre. Ceux et celles qui étaient dans le magasin sont encore sous le choc. On entend la personne dire couchez-vous, Allahu Akbar, couchez-vous, des coups de fusil. Donc on voit tout le monde courir, on suit tout le monde. On commence à aller dans la réserve du magasin pour être en sécurité. Donc on voit tout le monde, nous disent restez là, cachez-vous, ne bougez pas. Donc on reste caché. J'ai entendu les coups de feu, j'ai ouvert la porte, je l'ai vu et je suis partie. Je me suis échappée par une issue de secours. Même émotion à Carcassonne où le terroriste a commencé son tragique périple. Cette partie de la ville a connu une sorte de couvre-feu en plein jour. On était en train de travailler et on nous a prévenu comme quoi il y avait un fou, entre guillemets, qui avait pris des gens en otage et qu'on devait rester confinés dans les restaurants, dans les magasins.
Certaines écoles ont vécu plusieurs heures de confinement. Cette lycéenne raconte un moment très difficile. Tout le monde pleurait, il y en avait plein, ils pleuraient, ils étaient tous au téléphone, il y a eu des malaises aussi. Ce soir, tous les parents sont rassurés, mais toute la région est traumatisée. L'auteur des faits s'appelle donc Redouane Lagdim, marocain, âgé de 26 ans, délinquant de droit commun, déjà emprisonné. Il se serait revendiqué ce matin de l'État islamique. Était-il, oui ou non, surveillé pour radicalisation? Était-il fiché par les services de renseignement? Élément de réponse avec Joséphine Devambé et Théo Somman. Une perquisition en fin d'après-midi, à quelques kilomètres des lieux de l'attentat. C'est dans ce quartier d'Ozanam, à Carcassonne, qu'habitait Redouane Lagdim, au domicile de ses parents. Les enquêteurs cherchent à déterminer avec qui il était en contact et s'il a des complices. Redouane Lagdim est né le 11 avril 1992, de nationalité marocaine. Il est connu des services de police. On va dire que c'était plutôt un petit délinquant qui, à un moment donné, est passé à l'acte. Il était connu pour possession de stupéfiants et deal de stupéfiants. Mais on ne pouvait pas dire qu'il allait être un radical passant à l'acte dans les temps qui venaient. Un parcours émaillé de faits de délinquance. L'homme avait été arrêté à plusieurs reprises. En 2010 pour violence, en 2011 pour détention d'armes, en 2014 pour outrage à agent, en 2016 dans une affaire de stupéfiants et en 2017 pour détention d'armes, à nouveau. La DGSI l'avait repéré depuis 2013, notamment en raison de son activisme sur les réseaux sociaux. Il figurait à ce titre dans le fichier des personnes radicalisées. Depuis 2014, il était fiché S. En entrant dans le supermarché, le jeune homme aurait crié Allahu Akbar. Quelques heures plus tard seulement, l'organisation État islamique revendique l'attaque sur les réseaux sociaux. C'est donc un homme seul qui a agi ce matin avant d'être tué lors de l'intervention des forces de l'ordre. Le point maintenant avec notre spécialiste des questions terroristes Audrey Goutard. On va d'abord écouter l'intervention du procureur de la République, François Molins, qui est en charge du dossier. Eh bien, on l'écoute tout de suite. Je peux vous indiquer d'ores et déjà qu'une personne a été, il y a quelques instants, placée en garde à vue du chef d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste criminelle. C'est une proche. Je ne veux pas vous donner d'identité pour l'instant. C'est une proche qui partageait sa vie, qui a été mise en garde à vue il y a environ 1 heure. Voilà pour l'intervention du procureur Molins. Bonsoir Audrey Goutard. Bonsoir. Redouane Lagdim était-il, oui ou non, surveillé, considéré finalement comme une menace potentielle? Alors le procureur vient d'en parler justement. Oui. Donc il dit très clairement que cet homme était fiché S depuis 2014. Depuis 2014, pourquoi? Parce qu'il était repéré comme étant proche des milieux salafistes. Vous savez, ce sont ces islamistes extrêmement doctrinaires. Ils ne poussent pas à la commission d'attentat, mais néanmoins, il pratique un islam radical. Donc il était proche des milieux radicaux. C'est pour ça d'ailleurs que les services de renseignement ont décidé de le surveiller à plusieurs reprises, notamment en 2016, en 2017. Ils ont fait ce qu'ils appellent des sondages pour espionner un peu sa vie privée, ses communications, etc. Et toutes ces enquêtes n'ont rien donné. Alors est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu un défaut de surveillance ou pas? C'est la grande difficulté de ce genre d'enquête, c'est-à-dire que c'est de la prévention. Il faut essayer de voir si un homme est prêt à passer à l'action au-delà de son radicalisme. Et là, les policiers, une fois de plus, ont effectivement raté quelque chose, dans le sens où ils n'ont pas perçu que cet homme qui était, oui, radicalisé, mais qui semblait calme, finalement, s'apprêtait à passer à l'action. Merci Audrey. Une réunion de crise s'est donc tenue place Beauvau à Paris autour du président de la République qui était ce matin à Bruxelles pour un sommet européen. Emmanuel Macron qui s'est exprimé au terme de ce rendez-vous depuis le ministère de l'Intérieur. On l'écoute tout de suite. Notre pays a subi aujourd'hui une attaque terroriste islamiste à Carcassonne et à Trèbes. Le terroriste a été identifié. Il a été abattu pendant l'assaut et l'enquête devra donc apporter des réponses à un certain nombre de questions importantes. Quand et comment s'est-il radicalisé? Où s'est-il procuré cette arme? Tous les moyens nécessaires à l'obtention de ces réponses seront mobilisés.
Et on retrouve tout de suite notre envoyé spécial à l'Élysée, Hélène Hugues. Bonsoir Hélène, le président de la République et le gouvernement se retrouvent donc pour la deuxième fois confrontés à un acte terroriste. Que faut-il retenir du message de l'exécutif aujourd'hui ? Eh bien, un message ferme et grave. Le Premier ministre et le Président de la République étaient tous les deux en déplacement au moment où l'attaque s'est produite. Ils ont été informés minute par minute. Le Premier ministre a écourté sa visite à Mulhouse pour rentrer plus vite à Paris. Emmanuel Macron, de retour, lui, de Bruxelles, s'est rendu directement au ministère de l'Intérieur sans même passer par l'Élysée, direction la cellule de crise dans les sous-sols de la place Beauvau pour un point sur la situation. 1 heure sur place, des images retransmises en direct sur les télévisions, puis cette courte déclaration du chef de l'État, grave et factuelle, mais aucune mesure nouvelle n'a été annoncée. Emmanuel Macron n'a pas a priori prévu de se rendre sur place. Il ne réunira pas non plus de conseil restreint de défense. Je vous rappelle que c'est la deuxième fois, vous l'avez dit, qu'Emmanuel Macron est confronté à une attaque terroriste depuis son élection, mais c'est la première fois depuis la levée de l'état d'urgence en novembre dernier. Merci beaucoup Hélène. Alors justement, où en est-on de la menace terroriste en France ? On se souvient des propos du ministre de l'Intérieur le 25 février dernier affirmant que plusieurs actions avaient pu être déjouées dans le sud de la France notamment. Le point sur cette menace avec Fanny Stenler et Patrick Desmully. C'était il y a 6 mois, la dernière attaque terroriste sur le sol français. Sur le parvis de la gare Saint-Charles à Marseille, un homme poignarde 2 jeunes filles de 20 et 21 ans en hurlant Allahu Akbar. Il est abattu quelques minutes plus tard par des militaires en patrouille. Les 2 jeunes femmes, elles, ne survivront pas. 2 mois auparavant, le 9 août, à Levallois-Perret, près de Paris, une voiture fonce sur des militaires de l'opération Sentinelle et fait 6 blessés. Le conducteur est un Algérien de 36 ans, il est arrêté rapidement. Dans les 2 cas, il s'agit de passages à l'acte isolés par des individus résidant sur le territoire français. On est passé vraiment à une menace intérieure, donc diffuse, et sans doute beaucoup plus difficile à prévenir, avec une organisation également qui est en phase de transition. On voit bien que les djihadistes qui étaient présents sur zone, si beaucoup vont mourir, beaucoup essayent aussi de se relocaliser sur d'autres théâtres d'opération pour reconstituer des bases opérationnelles. Donc en réalité, on sait que la menace en tant que telle ne va pas disparaître, qu'elle soit extérieure ou intérieure. Pour faire face à cette menace, les autorités tentent de repérer les individus radicalisés à un degré ou à un autre. Ils seraient 20 000 en France. Les services de renseignement ont par ailleurs identifié 323 djihadistes revenus de Syrie et d'Irak. Selon le ministère de l'Intérieur, 2 projets d'attentats ont été déjoués depuis le début de l'année contre un complexe sportif et contre des forces armées. Et direction maintenant la commune de Trèbes dans l'Aude. C'est dans ce supermarché que cette attaque meurtrière s'est terminée. Bonsoir Muriel Lassaga. Quelle est ce soir l'atmosphère, Muriel, dans cette commune qui était encore il y a 24 heures une ville paisible, qui était forcément très, très loin d'imaginer ce qu'elle allait vivre aujourd'hui? Précisément, Laurent, Trèbes, c'est une petite ville paisible le long du canal du Midi. Mais aujourd'hui, des mamans, des parents ont connu l'angoisse de ne pas pouvoir retrouver, par exemple, leurs enfants à la sortie de l'école car ils étaient confinés. Tout à l'heure, des habitants me disaient qu'ils n'auraient jamais imaginé pouvoir vivre de tels événements dans leur ville, ici, chez eux. En tout cas, ce soir, le quartier du supermarché reste bouclé par les forces de l'ordre car à l'intérieur, les inspecteurs continuent leur travail de constatation, ce qui pourrait être long. Et d'ailleurs, le Super U va rester fermé au moins 48 heures. En tout cas, une cellule psychologique a été mise en place. Et depuis cet après-midi, les drapeaux de la mairie de Trèbes sont en berne. Merci Muriel. Voilà pour l'actualité concernant cette attaque terroriste qui a donc fait 3 morts et 16 blessés aujourd'hui dans l'Aude. Ce soir, un proche de l'assaillant a été placé en garde à vue. Nous y reviendrons bien sûr si nous disposons de nouveaux éléments au cours de ce jour. Plus qu'une vocation, son métier c'était sa passion. D'abord gendarme, Xavier Jugelet devient policier en 2010. Pour Anne, avec qui il était devenu ami à l'école de police de Nîmes, il incarnait tout simplement la joie de vivre. Quelqu'un d'heureux, de jovial, de simple, qui aimait la vie et qui croquait la vie à pleines dents. Et il faisait d'une chose simple quelque chose d'exceptionnel.
Et plus que tout, ce que Xavier Jugelet appréciait, c'était ce lien particulier qu'il tissait avec les gens pendant son service. Pour lui, la police, c'était... Il aimait ce contact avec les gens, avec les citoyens, parler avec eux. Sur les Champs-Élysées, c'était le premier à prendre des photos avec les touristes pour que les touristes aient le souvenir du policier de France. Il aimait ce contact avec les gens. Engagé, il avait participé aux opérations Frontex en Grèce pour venir en aide aux migrants. Et c'est cette image de quelqu'un de très investi que ses collègues gardent. Quelqu'un qui aime bouger, qui aime l'action, qui aime aussi, s'intéresse aussi aux gens qu'il rencontre. Et voilà, donc c'était quelqu'un qui était vraiment enthousiaste, qui était heureux aussi, qui allait changer bientôt de service, qui donc avait une envie d'évoluer, de changer. À 37 ans, Xavier Jugelet était pacsé, laisse derrière lui un conjoint. Il attendait sa mutation début mai pour rejoindre la police judiciaire. Il était en train d'effectuer ses derniers jours sur le terrain.